deux compagnons, pressés d'argent, à leurs voisins fourreurs vendirent la peau d'un ours encore vivant, mais qu'ils tueraient bientôt, du moins à ceux qu'ils dirent. En 1668, le poète français Jean de La Fontaine publiait la 20e fable de son livre 5. Baptisé L'ours et les deux compagnons, le récit dénonce en quelques vers la fourberie, la cupidité et surtout l'impatience des marchands avant de conclure sur une morale restée populaire. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors si l'on s'en tient aux vers de La Fontaine, cette expression désormais incontournable désigne le fait de monnayer un bien que l'on ne possède pas encore, mais que l'on est convaincu d'acquérir. Au sens plus figuré des termes, cela revient à crier victoire avant d'avoir gagné. Voici donc la morale que nous aura enseigné ce Grand Prix d'Espagne 2023. Repoussé suite à l'annulation d'Imola et peu exploité à Monaco, le florilège d'évolution aéro apporté par l'ensemble des écuries de Formule 1 a enfin pu parler sur le tracé de Barcelone avec une finalité ambitieuse, celle d'esquisser une hiérarchie qui ferait foi pour la suite de la saison. Ainsi vont traditionnellement le Grand Prix d'Espagne et son lot de questionnements. Malgré tout, et au risque de contrarier Jean de La Fontaine et sa morale, je vais ici vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Red Bull et Max Verstappen seront en effet les champions du monde de 2023, car la RB19 remplit son rôle à merveille, celui d'être une monoplace suffisamment bien née et dominatrice lors du premier tiers du championnat pour ne pas avoir à dépenser de temps, d'énergie et d'argent pour la développer au détriment d'une RB20 de 2024 qu'on sait d'ores et déjà affectée par le budget capé et la diminution conséquente des tests en soufflerie. Car le pilote Max Verstappen semble en telle maîtrise de son sujet le samedi comme le dimanche que la plupart de ses grands prix, à l'instar de celui de Barcelone, s'apparentent à des week-ends sans histoire. Et enfin, car celui qui clamait haut et fort qu'il était au niveau de Max au soir de Bakou s'est encore pris les pieds dans le tapis, la faute à une séance de qualification truffée d'erreurs et qui l'a contraint à une course de rattrapage depuis la P11. Et en dépit d'un début de saison fantastique mais en trompe-l'œil, le faux prétendant au titre qu'est Sergio Pérez est donc sans doute celui qui nous a vendu la peau de l'ours un poil trop tôt. D'autant qu'en terminant P4, Checo ne fait que sublimer la grande surprise de ce week-end espagnol, à savoir Mercedes. Et ce n'est pas la qualification relativement décevante du samedi qui viendra relativiser cette performance. Car partis respectivement 4e et 12e, Lewis Hamilton et George Russell ont simplement taillé la route le dimanche sans difficulté et grâce à un rythme de course sensationnel, quel que soit le composé de pneus. Résultat des courses, un verrouillage des 2 dernières places du podium, largement devant la Ferrari de Sainz et les Aston Martin de Stroll et d'Alonso. Alors à première vue, les évolutions apportées par Mercedes dès le Grand Prix précédent, parmi lesquelles on trouve des suspensions avant revisitées, un aileron arrière nouveau, un fond plat retaillé et surtout des pontons visibles façon Alpine et Aston, ont fonctionné à merveille à Montemelo. Oui, mais gardons en tête la morale de notre fabuliste avant de décréter Mercedes pleinement de retour aux affaires en tant que deuxième force du plateau, puisque plusieurs signes devraient d'ores et déjà nous alerter. D'une, les flèches d'argent ont fonctionné dans leur fenêtre optimale à Barcelone, grâce notamment à des températures de piste plus fraîches et qui ont tendance à mieux convenir à la W14 et à ses pneumatiques. Le Grand Prix d'Australie en était d'ailleurs un autre exemple. De deux, car on peut sérieusement se demander si Barcelone demeure ce fameux juge de paix du point de vue de la performance, alors que le circuit reste une piste de référence en matière de test et d'évaluation de la bonne efficacité d'un concept aéro, cela ne fait aucun doute. Mais l'est-il toujours au regard du calendrier actuel de plus en plus grignoté par des tracés urbains ou semi-urbains? Autrement dit, Mercedes fut véloce sur les grandes courbes catalanes, mais le sera-t-elle autant entre les murs de Montréal ou ceux de Singapour et sur les virages à haute altitude du Red Bull Ring? Cela, il va falloir le démontrer. Et de 3. Affirmer qu'un pas décisif a été franchi par Mercedes implique d'abord de regarder la concurrence et notamment Aston Martin. Les Verts ont certes essuyé une défaite sévère en Espagne, ponctuant le Grand Prix 6e et 7e à respectivement 30 et 40 secondes des deux Mercedes à la régulière. Et pour la première fois de la saison, Stroll comme Alonso semblent avoir souffert de la dégradation de leur gomme. Mais n'oublions pas qu'Aston est l'une des rares écuries à ne pas avoir amené d'évolution conséquente à Monaco ou à Barcelone, puisque le nouveau paquet sera présenté au Canada. Dans ce contexte, toute réjouissance s'avère précoce, et s'il est indéniable que la W14 a franchi un palier décisif en vue de commencer à rattraper les 18 mois de retard qu'elle garde par rapport à Red Bull, attendons quelques manches pour déterminer si Toto Wolff parviendra à dépouiller l'ours qu'il souhaite ardemment nous vendre.
Une autre équipe aurait d'ailleurs dû apprendre par cœur l'ours et les deux compagnons de notre Jeannot national avant d'investir le paddock de Barcelone. Il s'agit d'Alpine. Après le superbe podium d'Esteban Ocon à Monaco, l'écurie française s'est en effet vue trop belle en Catalogne. En témoignent les déclarations un peu trop optimistes du pilote numéro 31 et de son directeur sportif Alan Perman. Et alors que les Bleus s'attendaient à émerger devant Mercedes ce week-end, c'est pourtant 45 secondes derrière leur référentiel qu'ils ont échoué, avec la P8 d'Ocon et la P10 sur tapis vert de Gasly. Voilà une bonne leçon d'humilité pour une équipe qui, en dépit d'un bon niveau affiché en qualification, galère davantage en rythme de course dans la gestion des gommes et une fois encore dans l'exécution des tâches, pit-stop notamment. Seul lot de consolation pour Alpine, être resté assez proche des rétives Aston Martin sur la longueur d'un Grand Prix, tout en étant parvenu à contenir Charles Leclerc. Chez Ferrari d'ailleurs, il semble n'y avoir ni peau, ni ours, ni vente à effectuer tant la Scuderia semble se perdre en conjectures avec des évolutions aéro qu'elle teste à tâtons, d'abord sur la SF23 de Sainz le vendredi, puis sur celle de Leclerc pour le reste du week-end. Mais le verdict n'est pas franchement concluant. Et si un excellent Carlos Sainz sauve encore les meubles grâce à de superbes qualifications le propulsant en première ligne et une course solide ponctuée par une P5, Charles Leclerc continue d'inquiéter. Alors on ne s'attardera pas trop sur une sortie précoce en Q1, puisque la loterie météorologique rendait la chauffe des gommes compliquée. En revanche, la remontée du monégasque jusqu'à la P11, non aidée par une stratégie pour le moins étrange, ne fut pas transcendante, loin de là. En témoigne un premier relais en pneus durs catastrophique, selon les dires de l'intéressé. Encore une preuve que l'ensemble de l'équipe, et tout particulièrement Charles Leclerc ces temps-ci, ne comprennent pas la monoplace qu'ils ont conçue. Le pire est que les mises à jour de Barcelone ne semblent pas avoir éclairé la lanterne des rouges. Ne pas respecter la morale lafontainienne présente des risques à tous les étages en Formule 1, y compris pour le spectateur. À ce titre, j'ai moi-même mis la charrue avant les bœufs en visionnant la bataille pour la P9 entre Guan Yu Zhou sur Alfa Romeo et Yuki Tsunoda sur Alpha Tauri. J'étais en effet persuadé que le japonais ne serait pas pénalisé pour une manœuvre défensive moins agressive que celle de Sebastian Vettel face à Lewis Hamilton en 2017 et resté sur un non-lieu. Eh bien, force est de constater que j'avais tort. Il semble aujourd'hui que la FIA ne se contente plus de pénaliser un pilote avare d'espace pour ses adversaires ou qui, placé à l'intérieur d'un virage, emprunterait une trajectoire excluante. Désormais, on sanctionne aussi celui qui n'a pas l'outrecuidance d'activer son clignotant et de faire preuve de la galanterie nécessaire. Cette légère controverse à laquelle la FIA nous a tant habitués ne doit en revanche surtout pas ternir la prestation impeccable d'un Guan Yu Zhou qui enterre de plus en plus son coéquipier Valtteri Bottas et surtout celle d'un Yuki Tsunoda qui reste mon coup de cœur de ce début de saison, tant la combativité du Nippon en course, pour l'instant mal récompensée par une monoplace faible, porte Alpha Tauri actuellement. De nouveaux prétendants au point que doit impérativement surveiller l'actuelle 6ème force du plateau, à savoir McLaren. En manquant une belle opportunité de marquer quelques précieux points après un samedi splendide de la part de Norris, l'écurie de Zak Brown est désormais contrainte de regarder derrière et non devant. Pas de quoi rassurer le déprimé Lando. Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal, mais que t'a-t-il dit à l'oreille, car il s'approchait de bien près, te retournant avec sa serre. Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, qu'on ne l'ait mis par terre. S'il est bien une chose que Jean de La Fontaine nous a appris sur ce Grand Prix d'Espagne, c'est que les conclusions hâtives, les interprétations à l'emporte-pièce et surtout la culture de l'instant font souvent fausse route en Formule 1. Alors, rappelons-nous des jurisprudences, prenons les choses dans l'ordre, soyons patients. Seulement alors, les bonnes réponses nous parviendront-elles en temps voulu. Merci d'avoir écouté cette chronique, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix d'Espagne et de mes propos. Pour le reste, pouce bleu, abonnement, partage, clochette, je compte sur vous. À bientôt pour un prochain podcast. Allez, ciao!